les boîtes de carton, tout ça. Ben, sans compter aussi tout l'investissement que tu as mis là-dedans. Voilà. Parce que je veux dire, à un moment donné, c'est beau d'investir, mais Il faut on que peut le ça faire rapporte. pour le fun, mais tout le monde veut qu'à un moment donné, Voilà. ça rapporte aussi. Au début, c'est ça. Minimum, C'est une passion, mais à un moment donné, la passion, le comptable, il dit, ben là, ça serait bien que tu puisses payer tes comptes. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnelle agréée depuis plus de 30 ans. Mon parcours, il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Fait que je pense que dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc, suivez-nous. Et puis, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, on reçoit un grand chanteur et un producteur et maintenant propriétaire de vignoble. Donc, bienvenue Mario dans notre podcast. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi. Donc, Mario, on va plus parler aujourd'hui d'entrepreneuriat qu'à ta carrière de chanteur, quoique moi, je trouve personnellement que les chanteurs, les acteurs et tout, vous avez quand même une fibre entrepreneuriale en vous autres parce que, tu sais, vous ne travaillez pas comme salarié puis il faut que vous créez votre propre job jour après jour puis année après année. Oui, quoique c'est pas tous les artistes qui... et j'en entends souvent autour de moi des artistes dire qu'ils n'ont pas cette fibre-là et qu'ils n'ont pas cette facilité-là ou cette aisance-là à prendre leur carrière en main. Beaucoup ont des agents qui décident, qui négocient pour eux, qui font tout. Puis j'étais comme ça, moi, pendant longtemps. Là. Il a fallu que je passe par des situations un peu difficiles. Je me suis fait avoir par des impresarios il y a longtemps, au début de ma carrière, qui m'avaient vraiment tout volé, là. C'est le cas de le dire. Et puis des situations où j'étais juste plus capable qu'on prenne les décisions à ma place, qu'on décide pour moi, qu'on administre mes soucis. À un moment donné, ça devenait un peu vis-à-vis mon épouse, hein, parce que je venais de me marier, ça faisait pas très longtemps, puis je trouvais ça un peu frustrant, un peu humiliant, tu sais, devant elle, de ne pas être plus en charge du couple et de notre situation financière. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que je suis devenu plus au fait de mes affaires. Mais cela dit, il y en a des artistes, beaucoup d'artistes qui sont entrepreneurs, mais c'est pas tous les artistes qui ont cette fibre-là. Fait que toi, t'as plus d'agent aujourd'hui. T'as non. Pas d'agent. Il y a quelqu'un qui négocie, en fait, qui book les spectacles. Mais je n'ai, pour ainsi dire, pas d'agent, là, vraiment non. OK. Fait que pour toi, ça a-tu été difficile? Donc, ça a été naturel. Parle-nous, dans le fond, un peu de ton nouveau bébé, parce que ça fait pas très longtemps que tu as le vignoble, le domaine Pelcha, le maître Auger. Oui. Parle-moi un peu de ton aventure, juste comment ça a débuté? C'est quoi l'idée? C'était-tu, j'ai besoin d'un plan de retraite ou je veux vraiment me retrouver en nature ou je tripe sur le vin? Ou... C'est quoi qui t'a amené? En fait, ce qui m'a amené là, avant d'arriver là, je devrais parler peut-être de mon cheminement de producteur de disques parce que j'aurais pas pu acheter le vignoble si j'avais pas eu du succès dans la production du disque.
Ça prenait quand même des revenus assez conséquents pour m'embarquer dans un projet viticole. C'est pas tout le monde qui peut s'aventurer dans ce genre de projet-là. J'en ai vu beaucoup. Et moi-même, je me suis posé beaucoup la question en embarquant dans ce projet-là parce que c'est un puits sans fond. Ça coûte toujours de l'argent. Si on veut améliorer son sort aussi, si on veut se mécaniser, si on veut avoir de l'équipement performant, puis travailler comme il faut, adéquatement, là, ben, il faut être équipé. Puis ça, ben, ça coûte tout le temps des sous. Donc, avant de m'embarquer là-dedans, et avant même de savoir que je pouvais être éventuellement un bon producteur, parce que producteur de vin ou producteur de musique ou producteur en général, ça prend un peu de vision, ça prend un peu de flair, puis ça prend un peu de sous. Alors, pour me partir en production de disques, j'avais fait mes classes comme chanteur. Ça faisait déjà plusieurs années que je roulais ma bosse. J'avais un public qui me suivait. Et j'avais atteint un trop-plein. Là. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est une question de... l'équipe autour, les gens, les gérants, les producteurs prenaient ma vie en charge. Puis quand je demandais, c'était toujours une avance sur royauté. J'avais toujours l'impression de quémander de l'argent. Et j'en pouvais plus. Ça, c'était un des aspects. Puis après, je pouvais pas non plus choisir mes chansons. Je trouve ça aberrant parce que ça n'avait pas de sens. Je suis un artiste, puis je peux même pas décider de ce que je vais chanter. Puis un jour, la goutte qui a fait déborder le vase, je suis arrivé avec une chanson que j'avais écrite, paroles et musique. Je fais écouter ça au directeur artistique de la maison de disques, puis il me dit « C'est beau, mais c'est pas toi. » Mais oui, mais c'est pas c'est moi qui l'avais écrite, paroles et musique. C'est qui? Si c'est pas moi, c'est le démon sort de ce corps. Alors, là, j'ai dit... pour moi, ça faisait pas de sens. Là. Donc, j'ai dit, écoutez, je pense qu'on est rendu à un point de non-retour, puis on ne s'entend plus. J'ai dit, moi, je veux mon release, c'est-à-dire, je veux réavoir mon contrat. Puis là, il me disait, mais t'as un contrat de 7 albums, t'en as juste 2 de fait, ben, so what? Si vous voulez pas me redonner mon contrat, je chanterai plus. Je vais changer de métier, tout simplement. J'avais travaillé dans la construction, il n'y a rien qui me faisait peur. Je retournais là-dedans. J'ai dit, vous ne pourrez jamais m'obliger à chanter. Donc, ça vous donne quoi de me garder sous contrat si moi, je n'ai plus envie de chanter? Fait que, au bout de quelques jours, ils m'ont convoqué, et puis en meeting, puis ils m'ont dit, ben, OK, voici, ben, on te redonne ton contrat. Si tu n'as plus envie, ça ne sert à rien de te garder. Alors, ça faisait depuis l'âge de 17 ans que j'étais sous contrat avec des maisons de disques. J'ai eu la chienne, là. À 35 ans, je tombais sans contrat. Puis à quelque part, c'est une sécurité, ça. Tu sais, quand on a un contrat de disque, une maison de disque qui va investir dans nos projets artistiques, c'est un peu une sécurité. J'avais pas les moyens à ce moment-là là, de produire mon album. Et il me l'avait posé la question avec un sourire en coin, tu sais. En me disant qu'il y avait plein d'autres artistes qui avaient fait cette même erreur-là, qui en avaient vu passer beaucoup avant moi, qui avaient eu envie de se produire, mais qui s'est arrivé le nez. Mais j'étais quand même convaincu de de la décision que j'avais envie de prendre. Ensuite, il y a eu une journée vraiment, là, je le dis, là, c'est 24 heures où je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je virais en rond, je fuyais dans le sommeil parce que j'ai fait ça beaucoup dans ma jeunesse. Quand il y a quelque chose qui allait pas, j'étais comme dans un dead end, j'allais me coucher puis je dormais. J'ai fait ça là, pendant ces 24 heures-là. Puis là, le surlendemain, je disais, c'est pas vrai, je vais faire ça. Là. J'ai fait ça assez dans ma vie. Il faut que je prenne ma vie en main. C'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai dit, je vais garder les antennes ouvertes. Et puis ma jeune sœur, qui était venue habiter chez moi pour ses études, revient d'un souper chez une amie un soir et elle me raconte le souper qu'elle avait fait, puis la soirée gastronomique qu'elle avait eue avec une amie de classe. Puis pourtant, ma sœur avait 18 ans, puis son amie avait à peu près son âge. Mais j'ai dit, ils ont donné de l'argent parce que son copain était plus vieux qu'elle un peu. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Parce qu'elle me décrivait son repas, c'était comme un repas de 5-6 services de
de grands restaurants, là, tu sais. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ben, elle dit, je pense que son copain, il fait de l'investissement. OK. J'ai dit, je suis curieux, je vais lui parler. Alors, elle a trouvé ses coordonnées, je l'ai appelé. Il posé des questions et tout. Il dit, je monte des projets avec des investisseurs pour différents types de... OK. J'ai dit, j'ai peut-être un projet pour vous. Je book un rendez-vous avec lui, je vais le rencontrer, puis je lui raconte que je veux produire mon prochain album. Et à ce moment-là, j'avais passé les auditions pour Notre-Dame de Paris. J'allais avoir le rôle de Quasimodo. Ça, c'était déjà dans la poche. Donc, j'ai dit, mon album va sortir au même moment que Notre-Dame de Paris va commencer. Alors, j'ai dit, je pense que ce virage-là va être important. Et les chansons que j'écrivais, c'était pour la première fois que j'écrivais des chansons paroles et musique. J'avais fait des textes avant, mais pour la première fois, je mettais de l'avant des choses que j'avais plus vécues, qui étaient plus près de moi. Dont la chanson « Je ne t'aime plus ». Je lui fais entendre cette maquette-là, il trouve ça bon. J'ai dit, ça va arriver à point nommé, parce que le rôle de Quasimodo, c'est un rôle qui va complètement briser l'image qu'on a de moi. Et il a cru dans mon projet. Il a monté, donc, une équipe avec des investisseurs, des gens qui ont mis 5 000, 10 000, 20 000, pour bâtir une compagnie. Et on a produit mon premier album. J'avais, moi, prévu avec eux le rachat de cette compagnie-là. Au bout d'un certain temps, une fois que l'exploitation de l'album serait passée, je rachetais et les bandes maîtresses et la compagnie pour voler mes propres ailes par la suite. OK. Et donc, au bout d'un an, tous ces investisseurs ont refait leur mise et doublé, voire triplé, parce que l'album a marché très fort. Pour eux, c'est un meilleur investissement que n'importe où. Mais c'est sûr que c'était risqué, mais c'est toujours risqué. Placer de l'argent, c'est toujours risqué. Donc, ils étaient contents. Moi, j'étais content de l'opération aussi. Puis après, j'ai racheté l'entreprise comme c'était prévu à la convention des actionnaires. Et puis là, c'est comme ça qu'MP3 Disque a vu le jour. C'était ton premier projet d'entrepreneur. C'était mon premier projet d'entrepreneur. Et ce projet-là a fonctionné et ça m'a donné des ailes. J'avais le vent dans les voiles. J'ai produit ensuite mon premier album de Noël. Mais bon, j'ai le seul que j'ai fait. Un disque de Noël que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à chanter dans l'église de ma paroisse. Donc, les chansons de Noël, je connaissais ça par cœur. J'avais grandi là-dedans. On chantait à la messe de minuit. Mon père faisait partie de la chorale. Il chantait Minuit chrétien à l'église. Donc, c'était sûr dans mon plan de carrière qu'il y aurait un disque de Noël éventuellement. Ça a été un gros succès aussi. On a vendu 120 000 albums. Puis après ça, j'ai commencé à produire d'autres artistes. Là, j'ai pris le goût à ça. Et, je vais faire une histoire courte, j'ai produit Cindy Daniel, j'ai produit Nadja, une fille du Lac-Saint-Jean, j'ai produit Paul Darèche. J'ai fait plusieurs albums thématiques, produit Les Deux Frères. Et donc, au bout de 20 ans de l'existence de cette maison de disques-là, MP3 était devenue la maison de disques qui vendait le plus de disques, pas juste au Québec, au Canada. Il faut dire que là, le disque était en chute libre. Là. Ben oui, exact. On était en chute libre, donc on vivait tous la même situation partout. Mais comme moi, je refusais de mettre mes disques en streaming sur les plateformes de musique en continu, je vendais encore des disques physiques. Et en 2018, on m'a proposé de venir racheter ma compagnie. Donc là, je vous fais un petit topo de mon cheminement de producteur. En cours de route, et à travers ça, en 2007, ma femme et moi, il faut dire que Claire et moi, on avait divorcé en 2002. On s'était mariés en 1994. On avait divorcé en 2002 et on a recommencé à se fréquenter tout de suite, presque moins d'un an après. Et tout en étant chacun chez nous. Là. Elle dans son appartement et moi, j'avais toujours la maison qu'on avait ensemble. Et puis, on a recommencé à se fréquenter et on avait besoin d'un projet qui allait nous réunir. On n'avait pas d'enfants. Et donc, on a choisi, à un moment donné, en fait, un jour, j'ai acheté une selle parce qu'elle avait toujours dit qu'elle aurait des chevaux. À un moment donné, on s'était connus, je l'avais invitée à faire de l'équitation. C'était une très bonne cavalière. Et je lui avais dit à ce moment-là qu'on aurait des chevaux un jour pour gagner son cœur. Mais j'avais eu jamais de cheval. J'avais jamais reparlé d'un cheval. Donc, j'avais acheté une selle. J'ai remis la selle. Puis elle a dit, pourquoi faire? Elle dit, on a un cheval. Elle a dit, pourquoi faire? Elle a dit, on vit en ville. J'ai dit, pour mettre tout, elle a dit, on vit en ville. J'ai dit, on va le mettre en pension autour de Montréal. Il
y a plein de gens qui ont des chevaux en pension. On ne sera pas les premiers ni les derniers. Je le raconte souvent en spectacle, cette histoire. Il y a des gens qui vont avoir l'impression que je leur radote la même histoire. Ou s'ils sont parlés de voir en show, ben là, au moins, ils connaîtront l'histoire. Donc, j'ai dit, OK. Elle dit, je n'aurai jamais un cheval en pension. Tu comprends pas? Si j'ai un cheval un jour, c'est moi qui vais s'en occuper. C'est hors de question d'avoir un cheval en pension. Ah, ben, à ce moment-là, on va acheter une terre. Alors, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé une terre à vendre à Saint-Joseph-du-Lac. Je suis allé voir tout seul. J'ai trouvé que la terre était belle. En tout cas, c'était assez grand pour avoir des chevaux. Et même trop grand. Puis, je l'ai amené voir ça quelques jours après, parce que j'étais allé seul. Puis là, on a décidé de faire une offre d'achat, puis finalement, ça a fonctionné. Mais ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a appris très vite, c'est qu'il fallait se qualifier comme producteur agricole pour avoir le droit de construire une maison là. Parce que le but, c'était d'y vivre et d'avoir des chevaux. Donc, Colin, qu'est-ce qu'on plante? Et tous les deux, on s'est regardés, on a dit en même temps de la vigne. On trouvait que c'était une culture qui était noble. J'avais visité des vignobles en France quand j'avais fait Notre-Dame, justement, en Europe. Mais j'avais pas, à ce moment-là, le goût d'avoir un vignoble un jour. Donc, je regardais pas ça avec les mêmes yeux que je me suis mis à regarder ça à partir de ce moment-là. On est allé visiter des vignobles ici. Et on commençait à regarder des livres, des films sur le sujet. C'était assez passionnant. Et je suis allé suivre un cours de viticulture. Un petit cours qui se donnait là, en Estrie. Et suite à ça, on a commencé à faire des préparations de sol en 2008. Des analyses de sol, des préparations de sol. Puis en 2009, on a planté 3000 vignes pour se faire la main, puis pour apprendre, en fait. Et puis, 2009-2010, Claire a commencé à travailler dans le champ de vigne, à comprendre. Elle comprenait beaucoup plus vite que moi. Pourtant, c'est moi qui avais fait la formation de viticulture, mais dans le champ, là, la pratique, elle est là, et là, elle regardait les livres, elle se rendait compte, dépistait les maladies, elle se rendait compte de telle ou telle problématique. Et elle est devenue vraiment excellente. Et donc, petit à petit, on a avancé là-dedans, sans trop savoir dans quoi on s'embarquait. Là, c'est juste un projet commun de couple, puis de dire on a le goût de vivre d'autres choses, puis d'avoir un cheval. Puis jusque-là, c'était pas trop cher, acheter des plants de vigne, planter ça à la main, faire les travaux de palissage, c'est-à-dire les poteaux, les fils, tout ça. Mon cousin était venu m'aider, ses fils. On faisait ça entre amis, là, puis de temps en temps, il y a des amis qui venaient me donner un coup de pouce. Mais un jour, parce qu'on voulait construire notre maison, on a fait une demande à la CPTAQ, puis on nous a refusé parce qu'on n'avait pas assez de vignes en terre. Puis beaucoup de gens auraient pu arriver comme ça avec un projet d'exploitation de terre, mais sans être vraiment, comment dirais-je, sans être sérieux dans leur démarche. Mais nous, on l'était, on le savait qu'on l'était. Donc, on s'est dit, OK, c'est pas grave, on va attendre. On a mis une roulotte parce qu'il fallait bien manger, le midi, puis on faisait la navette soirée-matin pour Montréal-Saint-Joseph-du-Lac. Donc, on a mis une roulotte sur le terrain, puis pour manger, et puis dormir de temps à autre. Puis mon père est venu à Montréal avec ma mère. Il a construit notre premier bâtiment agricole parce que ça on avait le droit de faire un bâtiment agricole. On avait besoin d'un endroit pour mettre notre machine et nos outils parce qu'on s'équipait petit à petit en outils. Ben oui. Et c'est là qu'on a vu qu'il fallait toujours investir. Et donc, on a eu ce premier bâtiment agricole, on a replanté 10 000 vignes et tout à coup, on a eu l'autorisation pour construire la maison. Donc, on a construit notre maison. On a continué à planter. Et puis, en 2020, j'ai commencé à construire la boutique. Et donc, tout ça, parallèlement au projet de production de disques, qui marchait super bien, l'un amenait de l'eau au moulin, puis la possibilité d'avancer tout le temps. Donc, quand les projets fonctionnaient, je pouvais investir à nouveau. Et puis,
je tiens ici à préciser que je donnais des conditions en or aux artistes que je signais, parce qu'étant moi-même un artiste, il était hors de question d'exploiter mes semblables. Donc, je voulais que les artistes aient de bonnes conditions et les soutenir du mieux possible dans leurs finances à eux aussi. J'ai toujours signé des artistes en les amenant chez un comptable et en leur expliquant comment s'administrer, comment faire des sous et comment investir des sous. Parce que, ça, j'ai oublié de le dire, mais j'ai investi dans l'immobilier aussi. Quand j'étais plus jeune, j'ai acheté des immeubles à Montréal. Il y a eu un boom immobilier. Donc, ça aussi, ça m'a aidé à investir dans le vignoble et d'avancer tout le temps comme ça. Donc, on continuait d'investir au fur et à mesure que les projets de disques fonctionnaient. Puis en 2018, on m'a proposé d'acheter la maison de disques. Ça arrivait drôlement bien. En fait, j'étais pas à vendre à ce moment-là. J'ai hésité parce que j'avais gagné une liberté de création que j'avais pas envie de perdre. Mais on m'a gardé quand même directeur du label. Okay. Donc, le label que j'avais créé, je continuais d'être à la direction et j'y suis toujours. Donc ça me donnait quand même une certaine liberté de continuer de travailler mes projets artistiques avec une aisance sans avoir tout l'administratif sur les épaules. Et puis ça me donnait aussi des actifs pour continuer d'investir dans le vignoble. Puis plus de temps aussi. Exactement. Donc, est arrivée la pandémie. En pleine pandémie, on a construit la boutique et le bâtiment agricole derrière qui sert de salle de spectacle l'été, parce qu'au départ, c'était une bâtisse agricole. J'avais besoin d'endroits pour entreposer de l'équipement agricole pendant l'hiver. Tout notre équipement restait là à l'air de tout étang, comme on dirait au Lac-Saint-Jean. Donc, puis ça faisait en sorte que ça se détériore plus vite que prévu. Donc, ça prenait un abri, puis on n'en a jamais assez dans un milieu agricole. Et cet abri, une fois qu'on y sort tous les équipements, tracteurs et tout ça, pendant l'été, qui sont utilisés dans l'été, une fois qu'il est vide, ça faisait un bel endroit pour y faire des spectacles, pour y faire des mariages, des événements sociaux. Donc, on l'a transformé, on l'a habillé, un peu déguisé, si vous voulez. C'est comme une grange qu'on a maquillée pour qu'elle soit plus attrayante. Et puis, on s'est mis à faire des événements. Et puis, ça a fonctionné beaucoup. Ça fonctionne encore extrêmement. Les gens viennent nous voir. Et donc, ça permet de rentabiliser les opérations parce qu'il y a quand même beaucoup d'employés. On est 27 en haute saison. Wow, quand même. Donc, ça prend quand même beaucoup de monde. Il faut les payer, mais le chauffage, l'électricité, les bouchons, les bouteilles, les étiquettes, les boîtes de carton, tout ça. Mais sans compter aussi tout l'investissement que tu as mis là-dedans. Voilà. Parce que je veux dire, à un moment donné, c'est beau d'investir, mais... On peut le faire pour le fun, mais tout le monde veut qu'à un moment donné, ça rapporte aussi. Au début, c'est ça. C'est une passion, mais à un moment donné, la passion, le comptable, il dit, ça serait bien que tu puisses payer tes comptes. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, ça fait ses frais, mais pendant longtemps, je l'ai supporté. Pendant une bonne dizaine d'années, je l'ai supporté, l'entreprise. Et il fallait. Donc, ça reste passionnant, ça reste grisant, tout ça. Mais ça vient pas sans stress, sans travail. Mais bon, Claire et moi, on est deux bourreaux de travail. On carbure au travail. On est deux artistes, mais qui mettons tout en œuvre pour que les gens passent un beau moment chez nous. Tu sais, on a fait ça beau, attrayant pour que l'expérience soit totale, soit optimale. Voilà. Mais parlons-en justement. Moi, je pose souvent la question, c'est-tu bien d'avoir un associé en affaires? Mais là, c'est une double question parce que toi, ton associé, c'est ta femme.
Fait que comment tu deals avec ça, d'avoir une associée qui est ta conjointe, puis de travailler aussi avec ta conjointe? J'imagine que des fois, ça fait du bien si tu vas à l'extérieur là, ou faire un show ailleurs. Elle doit être bien contente. Je pense qu'elle est bien contente. Puis moi, ben ça permet de... Comment vous gérez ça, c'est ça, dans le fond? Heureusement, justement, que j'ai ça de temps à autre. Puis il faut dire aussi que sa maman vit avec nous. Par choix, à un moment donné, elle était vieillissante et puis c'est moi qui lui ai proposé. Hein, j'ai dit, écoute, on devrait la prendre chez nous. Tu sais, ses frères et sœurs ne pouvaient pas, ou auraient peut-être pu, mais je veux dire, ils avaient leur famille, leurs enfants et tout. Puis nous, on était seuls, donc on avait une grande maison. J'ai dit, on pourrait peut-être la prendre avec nous. Mais petit à petit, ben sa maman... elle va toujours en vieillissant, donc c'est devenu comme une aide naturelle, une aidante naturelle. Donc, ça aussi, c'est très prenant. Mais je pense que ça lui fait du bien quand j'ai des spectacles, quand je pars à l'extérieur, puis ça fait un enfant de moins à la maison. Un enfant de moins s'occuper. Enfin, je suis un grand enfant, à quelque part. Puis... Puis, ben oui, puis moi, ça me sort aussi du stress que peut apporter une telle entreprise que d'aller faire mes spectacles. Tu sais, moi, j'ai toujours... ça te ressource aussi. Ça me ressource. Et j'ai l'impression aujourd'hui que quand je monte sur scène, je suis en vacances. Et je veux pas amoindrir le métier ou, en tout cas, enlever du mérite au métier de chanteur. C'est quand même un métier en soi, c'est quand même du travail, c'est quand même... c'est plus un métier de tête que d'autres choses, là. Mais quand je vais faire des spectacles, ça me fait un bien immense. C'est sûr que tu es moins stressé quand tu as commencé. Qu'on le veuille ou non, quand ça... Puis je pense que c'est ça avec l'expérience, autant même dans mon domaine, quoique personne ne va s'en rendre compte, mais je vais être moins stressée aujourd'hui de rencontrer des clients puis de les emmener à quelque part avec leurs chiffres. Il n'y a plus rien qui me stresse. Mais quand j'ai commencé, c'est comme, ouf, t'as chaud. C'est clair. Fait que, c'est la même chose aux autres, mais c'est encore plus parce que vous êtes devant les projecteurs. Ça fait que si tu fais une gaffe ou quelque chose, tout le monde s'en rend compte. Oui, exact. Une fausse note. T'en fais-tu des fausses notes des fois? Ou... Ben, sûrement, mais... Tu t'en rends pas compte, personne ne s'en rend compte, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est parce que ça arrive. Tu sais, aujourd'hui, depuis 93, depuis 30 ans, on travaille avec des in-ears. Donc, on a le son directement dans les oreilles. On n'a pas le son de la salle. Et ça joue des tours. C'est que moi, j'ai tendance à écouter ça très, très fort. Et si j'écoute ça très fort, c'est là le danger. Il peut y avoir, parce que c'est tellement fort qu'il peut y avoir des moments où des fausses notes se glissent. Dépendamment de la forme que tu as aussi. Si tu es fatigué, si tu es plus fatigué, tu peux être moins performant. Voilà, dessus. Mais j'essaie d'être vigilant là-dessus. Je dors beaucoup. Quand j'ai un show, je dors. Puis c'est pas nécessairement évident parce que depuis que j'ai le vignoble, une horloge biologique qui fait qu'à 5h, 5h30 du matin, je suis levé. Et là, quand j'ai un show, je dois dormir jusqu'à 11h. 11h midi. Donc, à 5h30, les yeux s'ouvrent encore. Là. Et là, il faut que je me fasse violence, puis que je m'oblige à dormir. Je me mets un bandeau sur les yeux pour repartir en quelques heures. Donc, c'est pas évident, mais j'y arrive. Parce que le sommeil, il n'y a rien de plus réparateur pour la voix. Ouais. Quand on ne dort pas de nuit, la première chose qu'on va perdre, c'est la voix immédiatement. Donc, imaginez quand on fait que tu peux pas être stressé, c'est ça. Parce que si tu es stressé, tu dors pas, puis là, tu peux plus chanter. Alors, ça arrive des fois que je suis stressé, mais au bout d'un moment, je finis par... Je me lève, je me relève, et quand je réussis à m'endormir, ben là, je dors bien. Mais en général, je dors bien. Je suis pas quelqu'un qui fait de l'insomnie tant que ça. C'est assez rare que je fais de l'insomnie. Fait que t'es pas un gars stressé naturellement non plus, j'imagine. Tu sais, comme tu dis, mettons, même le vignoble, oui, c'est stressant parce que c'est stressant d'être entrepreneur. Tu sais, t'as le côté production, mais t'as le côté financier aussi et tout. Mais si tu fais ça, t'as quand même une tendance à bien accepter ton stress, j'imagine. Oui, je pense que oui. Bien le gérer. Je pense que oui. Ça arrive des moments où est-ce que l'hamster roule. Là. Hier soir, entre autres, là, je me suis couché puis ça a pris du temps avant que je m'endorme. Là.
Mais souvent, c'est parce que je suis excité, je pense à toutes sortes d'affaires qui sont le fun à faire. Puis j'ai hâte que la nuit passe parce que je trouve ça une perte de temps de dormir. Tu sais, je voudrais être rendu demain tout de suite pour commencer à travailler sur des nouveaux projets. C'est fou, là. Tu sais, je me dis, voyons, calme-toi. tu reprendras ça demain, tu sais. Puis, mais c'est ça. Tu sais, ou d'autres fois, c'est du stress, tout simplement, lié aux finances, comme vous dites. Mais là, tu parles justement de projet. Moi, je voyais, tu es comme un gars d'action. Puis là, on le voit par rapport à ton cheminement aussi. Ça fait que toi, pour toi, c'est important d'avoir des objectifs puis d'avoir toujours des projets qui roulent ou des fois, c'est comme j'en ai plus puis c'est bien correct. Je sais pas si ça va m'arriver un jour de plus en avoir. C'est bien ça le pire dans l'histoire parce que ça s'arrête jamais. Depuis que des idées, j'en avais quand j'étais jeune. J'avais pas le moyen de les mettre à exécution. Alors, maintenant que j'ai des projets, des idées et que je peux les rendre possibles, bien, évidemment que quand même que je voudrais un bateau de 20 millions à Saint-Barth, je n'aurais pas, là. Je suis quand même pas multimillionnaire. Donc, je peux pas tout réaliser les projets que j'ai envie de faire. Puis, c'est même pas des projets. Les projets, c'est même pas des projets de... C'est pas obligé d'être compliqué, hein? Non, mais c'est ça. C'est même pas des projets, moi je dirais ça, mercantiles, là, dans le but d'avoir plus de choses et de posséder plus d'affaires. Là. C'est même pas ça. C'est des projets de bâtir des affaires pour le mettre au service des autres. Moi, la richesse, ça m'importe peu. J'ai acheté un bateau un moment donné au Lac-Saint-Jean, puis pour aller pêcher, puis j'en ai fait 2 fois, je le mets en vente là, parce que j'y vais pas. C'est que, tu sais, acheter une voiture de luxe, ça m'intéresse pas non plus. Des affaires luxueuses. Tu sais, j'ai pas de maison en Floride, là, comme beaucoup de monde. Ça m'intéresse pas non plus. Quand j'ai le goût de partir en vacances, je m'en vais à l'hôtel 2-3 semaines, puis ça fait mon affaire, puis c'est correct. J'ai un pied-à-terre au Lac-Saint-Jean parce que ma famille est là, parce que j'y vais régulièrement pour les voir et tout. Puis c'était le fun d'avoir une place au lac où je pouvais recevoir à mon tour, à Noël, entre autres, puis l'été, tu sais, puis... pour ça, ça me faisait triper. Mais avoir quelque chose juste pour aller passer... Peut-être un jour, j'aurai ça. Peut-être que, tu sais, quand mon père ne sera plus de ce monde, peut-être que j'aurai l'idée de vendre cette maison au Lac-Saint-Jean puis acheter quelque chose au sud. Mais ma blonde n'aime pas ça tant que ça. Donc, j'irais pas passer du temps en Floride tout seul ou ailleurs, tu sais. Donc, moi, les projets, c'est plus des projets de bâtir des entreprises, de bâtir quelque chose où les gens vont venir, ou laisser une pérennité là, après que je serai plus de ce monde. Tu sais, je trouve ça le fun de bâtir. Et donc, je suis tout le temps en train de penser à des idées et à des affaires. Ça en est presque fatigant des fois. Non, mais d'un autre côté, c'est le fun. C'est le fun parce que même ton entreprise, tu l'as bâtie, mais tu fais travailler du monde aussi. Ben ça, c'est tout ça oui. de voir. C'est pour ça que je disais un bébé au début de l'entrevue, parce que c'est une entreprise, c'est vraiment un bébé aussi, puis comme un disque ou quelque chose, parce que tu le fais dans un objectif, mais c'est beau de voir aller après, puis c'est le fun de faire travailler des gens, je trouve. T'sais. Ça, oui, absolument. Puis cela dit, on ne naît pas entrepreneur, on ne naît pas patron. C'est quelque chose qui s'apprend. Puis on peut faire des erreurs en cours de route et c'est normal. Mais le plus important, et pour Claire et moi, c'était de respecter nos employés, de bien les traiter, de jamais être trop dur envers eux, trop sévère envers eux, ou jamais lever le ton envers eux. Quand on a des choses à dire, on les dit calmement, avec respect. Et hier, justement, on se faisait une petite fête pour célébrer la fin de la saison. Puis on remerciait tous nos employés, puis ça, puis il y en a 2 ou 3 qui ont pris la parole au nom de tous, puis il disait avec les larmes aux yeux,
à quel point ils étaient bien chez nous, puis à quel point ils étaient bien traités. Puis ça nous a touchés au plus haut point parce que c'est ça notre but. C'est, oui, de créer de l'emploi, mais de leur offrir un univers, un cadre de travail où ils ont le goût de venir, où ils ont envie de venir, où c'est pas une corvée, tu sais. On dit un peu partout qu'il y a une pénurie d'emploi, mais quand on donne de la place aux employés, quand on les respecte, c'est pas vrai qu'il y a une pénurie. Les gens ils viennent. Non, on n'a pas eu de mal à les trouver. Tellement raison, parce que si, mettons, ils ont des idées, moi, je laisse toujours de la place aux employés pour leurs idées, pour qu'ils puissent grandir aussi dans l'entreprise, tu sais. Fait que quand tu laisses ça, c'est comme tellement motivant pour eux aussi, oui. plus que juste être comme un peu un numéro, puis de rentrer, puis de faire ton chiffre. Exactement. Puis on leur a dit ça, si vous avez des idées d'amélioration, nous, on est là pour ça, on est là pour s'améliorer, on est là pour apporter. Puis la plupart sont arrivés avec des idées, mais géniales, auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, on prend tout ça en compte et on améliore, on se parfait d'année en année grâce à eux. Et donc, on l'a bâti ensemble. Puis hier, justement, mon assistante, là, celle qui s'occupe de l'administration, disait, et avec raison, on a bâti un bateau en pleine mer. Et c'est normal de se corriger et de s'améliorer en cours de route. On ne l'avait jamais fait. Ni Claire, ni moi, ni personne d'autre qui sont arrivés, qui se sont greffés à nous. Donc, on apprend. Et, on apprend sur le tas, comme on dit. On apprend sur le tas, mais ce qu'il y a de beau, c'est que le public assiste à ça aussi. Les premières années, là, on commençait à vendre notre vin dans un chapiteau. On a mis un petit chapiteau, puis l'année d'après, on a loué un plus gros chapiteau. Puis après ça, c'est arrivé la pandémie, on avait un petit cabanon à côté de chez nous, puis on a vendu le vin là, avec des vieilles fenêtres accrochées en guise de plexi. On trouvait pas ça beau, fait qu'on on a mis des vieilles fenêtres à la place. Ça faisait exactement le même travail. Puis on a reçu les gens comme ça, et les gens nous ont suivis, ils sont venus et revenus. Et quand ils ont vu bâtir la boutique, puis après ça, qu'ils sont venus assister à un spectacle et déguster un verre de vin sur la terrasse au bistrot, ils n'arrêtent pas de dire, mais c'est tellement génial, on a tout vu ça grandir, et c'est beau ce que ça devient, et c'est beau ce que vous faites avec cette terre-là. Et là, on a acheté la terre voisine en 2021, et on est en train de la planter, et on va faire justement une balade pour amener les gens tout au fond de la terre, parce qu'il y a tellement de vignes maintenant. Là, quand on voit la vue du fond de la terre, c'est vraiment magnifique. On se croirait en Bourgogne, là, puis, ou en Toscane. Est-ce que tu as peur de la température ici? T'sais, moi, je me dis, en tout cas pour des producteurs agricoles. J'ai pas trop peur parce que les changements climatiques... Non, on n'a pas de contrôle, ça c'est sûr. Ma comptable m'a toujours dit, toi, tu as le don de choisir des métiers où est-ce que... c'est pas facile. Tout est à risque, tu sais. Quand déjà, un chanteur, ensuite producteur de disques, alors que le disque est en chute libre, puis après ça, producteur de raisins, puis vigneron. Au Québec. Alors qu'on était à la merci de la température et tout ça. C'est tout à fait vrai. Il y a des années, l'année passée, par exemple, on a produit 35 000 bouteilles, alors que l'année d'avant, on en avait 48 000, tu sais. Puis cette année, on devrait être à 50 000. Donc, et 35 000 bouteilles, c'est à cause d'un gel, tu sais. Puis on a été obligé de faire avec. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Cette année, il y a eu beaucoup d'eau. Donc, on a pris du retard dans les préparations, justement, de la nouvelle terre. Il y avait tellement d'eau que la machinerie ne pouvait pas entrer dans le champ. On calait. Il y avait toutes sortes de travail de nivelage à faire, de drainage. Donc, on va probablement avoir perdu une année. On devait planter en 2024, mais on va planter en 2025. Donc, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et il faut juste améliorer et faire en sorte de ne pas geler dans les vignes qui sont en production en mettant des éoliennes. On a des machines à vent là, pour réchauffer le sol. On a des protections hivernales. Il faut que ce soit bien couvert.
On renchausse aussi avec de la neige. On a mis une gratte sur un 4 roues. Fait que c'est quand même du travail. Mais comme Même- là, tu n'as pas même en fini, hiver. là. Parce qu'il Non. faut que tu mettes ça en hiver, j'imagine. Ben là, il faut c'est ça? prétailler. Là, ça va geler incessamment. Donc, le gel va faire que les feuilles vont tomber. Ensuite, on va prétailler. On va couvrir les vignes. C'est pas toutes les vignes qu'on couvre. Il y en a beaucoup qui sont rustiques, mais on en a des semi-rustiques. Alors, il faut absolument couvrir ces vignes-là avec des toiles géotextiles. Ces toiles, il faut les entreposer. Donc, ça prend de l'espace pour entreposer. Fait que tu travailles. Y a-tu un temps que tu es off du vignoble, genre 2 à mois la l'hiver? mi-novembre jusqu'à fin mars, on OK. est libre. Puis tu fais quoi? Ben, c'est là qu'on C'est là prend que du tu temps chantes. pour nous, mais c'est là que j'ai des tournées, moi aussi. Ben oui. Parce que l'été, si je chante au vignoble, mais l'hiver, c'est les tournées en salle. Bon, cela dit, les tournées en salle, il en reste moins qu'il y en aura à faire parce que je vais avoir 60 ans en 2024. Je reprends une tournée hommage à Aznavour que j'avais démarré en 2020, mais qui s'était arrêtée brusquement à cause de la pandémie. Je l'avais reporté une couple de fois, puis après ça, comme on arrivait à 2021 marquait 40 ans de carrière, j'ai préféré faire une tournée pour les 40 ans que j'achève. Là, on est en supplémentaire. Donc, on va ramener la tournée hommage à Aznavour, mais je vais avoir 60 ans en cours de route et je Tu veux pas pense chanter que jusqu'à je- 80. Non. Non, je pense que je vais m'arrêter là de faire des tournées. Mais je vous dis ça, là, puis je peux Ouais. changer d'idée Ça encore. ne veut pas dire, de toute façon, arrêter de faire des tournées, veut dire arrêter d'avoir des projets quand même, puis de chanter. Tu Ben, peux faire des étant donné que choses, je vais tu peux faire chanter, quelques petites voilà. affaires sans t'embarquer dans une tournée Oui. d'un an partout à Voilà. chanter aux 2 jours. tu sais. C'est que vivre dans les valises, dormir à l'hôtel, c'est le fun quand on est jeune, mais Ouais. à un moment donné, moi, puis je réalise que je dors moins bien quand je suis pas à côté de mon épouse. C'est Donc, beau, ça. Non, mais c'est vrai, je suis à l'hôtel et puis je vire en rond, puis quand je suis à côté d'elle, je m'endors paisiblement parce que je sais que elle est là. Donc, je vais préférer pas dormir, mais chanter Non, au mais vignoble. c'est normal aussi, là, c'est sûr. Ben, puis j'ai ça, là. J'ai cette Tu l'as salle-là à créé, côté de chez moi. Tu l'as créé, C'est ça pas fait tout que le monde c'est qui a un cette peu... chance-là, exact. C'est un peu, entre guillemets, aussi un projet de retraite, si on veut. Ou de, Oui, tu sais. je Parce que là, continue de as-tu faire encore ce que une j'aime. maison à Montréal, un logement, quelque chose? Ou, La maison, on t'es l'a juste- louée. OK. Il y a des maisons qu'on a vendues, mais la maison où on demeurait, on l'a louée. C'est tout. Il y a toujours 4 logements là. Et éventuellement, on va s'en départir. J'avais comme un attachement parce que mon père avait rénové avec moi. Puis OK. j'étais pas prêt À la vente. à m'en défaire tout de suite. Plein de souvenirs là, de ma famille, de ma mère et tout. Mais un jour, c'est sûr que je vais vendre. Sont venus souvent à Montréal, tes Ils parents? sont venus souvent chez moi. Oui, puis quand mon père venait rénover, parce qu'on a fait quand même des rénovations majeures. Quand j'ai acheté cette maison-là, c'était une maison qui manquait beaucoup d'amour, mais qui était une belle maison. C'est une des plus grosses maisons en rangée là, de Montréal. Parce qu'à Montréal, tu as des maisons de 19 pieds de large, 25, 30 et 34. La nôtre a 34. Donc, ça fait des pièces beaucoup plus grandes. Ça fait c'est une maison qui est très profonde. Ah, dans quel coin? Dans le coin de Villeray. OK. Et tout près du marché Jean Talon. Puis c'est un beau quartier. C'est un beau secteur qui a pris de l'effervescence. C'est comme si le plateau Mont-Royal a monté à un nez, est devenu saturé, puis le plateau a remonté jusque-là. Et la rue Jarry, qui est juste à côté de chez nous, est la plus large rue des quartiers de Montréal, de la vie de quartier. Donc maintenant, il y a plein de terrasses. C'est vraiment un beau coin. OK. Le parc Jarry et tout ça. C'est un coin qui... Moi, j'ai vécu là pendant quand même 20 ans. Là. C'était notre première maison aussi. Donc, attachement. Puis, on l'a tout rénové, on l'a tout refait de fond en comble. Le sous-sol, c'était une terre... c'était presque un sous-sol en terre battue. Il y avait du béton, mais c'était pas nivelé. Là. Ouais. Alors, on a tout refait, le sous-sol. On a fait un appartement, ça. C'est une maison qui est solide et bien construite. Mais tu t'ennuies. Tu sais ça, tu es un gars de région venant du Lac-Saint-Jean, mais là, tu vis vraiment en campagne quand même dans ton champ. Je vis en Est-ce que campagne. tu t'ennuies de la ville, de justement un petit quartier, petite terrasse, tu sors à Ben, pied? Puis... la maison justement, dans le quartier Villeray, on l'a gardée. Moi, en tout cas, moi, je l'ai gardée
Au début, Claire voulait qu'on vende, mais j'ai dit, je la garde parce que j'avais peur de ne pas aimer la vie de campagne. J'avais peur de ne pas aimer ça ou... je sais pas comment ça se fait que ça m'ait traversé l'esprit parce qu'aujourd'hui, jamais j'aurais plus envie de revenir à Montréal. Ah ouais? Je me trouve tellement bien en campagne. On s'est fait des amis, on est bien, on se sent bien. Saint-Joseph-du-Lac, c'est un beau village de producteurs maraîchers, de producteurs de sirop d'érable, de vin, de pommes, évidemment. C'est un village qui est bucolique, qui est tout près de Montréal, en plus. Mm-hmm. C'est combien de temps, à peu près? Ben, ça peut être 35-40 minutes de Montréal. OK, c'est quand même tout près, là. Donc, on retrouve ce qu'on retrouve en Estrie, mais... plus proche. Mais on doit rouler beaucoup plus longtemps pour retrouver son équivalent en Estrie. Mm-hmm. Et puis, il y a des terrains vallonneux, puis c'est un endroit idéal pour les cyclistes, et puis... je fais tellement de vélo. C'était presque ma prochaine question. T'es-tu un gars qui s'entraîne? Tu cours-tu d'un rang? Pas en tout. Je devrais, mais j'ai un secteur... Et pourtant, je me suis entraîné pendant longtemps, moi. Jusqu'à l'âge de 40 ans, je m'entraînais. C'était une drogue. Ah oui? Alors, quand on s'est mariés, Claire et moi, on demeurait à Laval. Puis après, on est allé rester dans le Vieux-Montréal. Je m'entraînais à Laval. Et du Vieux-Montréal, je partais m'entraîner à Laval 3-4 fois par semaine. Donc, il fallait vraiment que ce soit une drogue, là. Puis là, aujourd'hui, j'ai un gym dans mon sous-sol et je n'y vais même pas. Comment tu fais pour passer de t'entraîner autant? Parce que, tu sais, moi, je m'entraîne, mais c'est comme... Je suis pas capable de pas m'entraîner. Je me sens pas bien, tu sais. J'étais comme ça avant. Mais comment ça se fait que... J'étais comme ça avant. Je pense que le projet du vignoble a fait en sorte que j'ai plus de temps. Okay. Je me levais tôt le matin. Ça n'a pas été long qu'on a engagé des employés aussi qui rentraient travailler à 7-8 heures le matin. Comme employeur, là, il faut que... Si l'employé arrive à 7 heures ou arrive à 8 heures, comme employeur, t'es pas pour l'accueillir en robe de chambre, là. Non, faut que tu sois réveillé depuis un bout de temps. Faut que tu montres exemple, toi aussi. Il faut que tu sois prêt à faire feu quand l'employé est là. Donc, ben, on a eu le vignoble, j'avais 43 ans. Ça faisait quelques années que j'étais moins assidu dans l'entraînement. Je m'en étais fait quand même un gym là-bas. Là. Je m'étais fait un petit gym dans le bâtiment agricole pour m'entraîner. Je me suis entraîné quand même un petit bout de temps, mais j'étais pas aussi assidu. Mais comme je travaillais très fort physiquement, j'arrivais à la fin de la journée, j'avais plus de jus. Oui, c'est ça, je t'ai pas dit. Quand tu travailles dans un champ, tu n'es pas toujours assis sur ton tracteur. Ben non. Tu cours, ben non, physique, j'ai travaillé physiquement. Tout le palissage que je vous racontais, là, tous les plantations de poteaux, de piquets, tout ça, c'était physique. C'était à la main à l'époque, là. On avait des trucs de fer dans les bras, puis on plantait à la main un genre de plantier qu'on appelle. Là, on faisait ça à la main. Là, aujourd'hui, c'est fait à la machine puis au GPS. Là. Fait que là, tu peux recommencer à t'entraîner. Mais là, oui. Ben oui, justement. Demain, lundi. C'est le lundi qu'on commence. Ah, c'est ça. Non, il faut que je reprenne. Mais vous savez quoi? C'est dans ma tête. Là, ça me trotte là, dans la tête. Là. Parce que dans le champ, j'y vais beaucoup moins là, maintenant. J'ai des bons employés, j'ai des gens qui savent le faire. Je vais superviser encore. Puis encore des fois, ils me demandent mon compte. Tout à l'heure, avant de partir, et on me demandait un avis sur un outil qu'ils n'étaient pas capables d'utiliser. Je leur ai montré comment s'en servir. Puis, ah oui, OK. Et donc, il faut l'avoir fait soi-même pour être capable de former, pour être capable d'être là et de leur donner la marche à suivre. Mais j'ai une bonne équipe maintenant et j'ai plus besoin d'être au champ. Donc, je vais recommencer, promis, l'entraînement. C'est bon. Y a-tu quelque chose dans toute ta carrière que tu es le plus fier? Un projet ou juste un accomplissement ou quelque chose ou un ensemble de... Bien, ce dont je suis le plus fier, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait une jeunesse où j'aurais pu me perdre. Quand j'ai commencé... tu sais, j'ai commencé à chanter dans les bars, j'avais 12 ans. Nos parents nous accompagnaient, ma sœur et moi, on chantait dans les bars. Mais ça a été ça, un éveil à ce qui se passe dans la vie, là, tu sais. Les bars, la boisson, du monde sous, du monde qui se batte, un milieu pas nécessairement sain. Nos parents nous suivaient, mais on était quand même témoins exposés à ça.
Donc, un jour, on chantait à Val-Jalbert, un endroit que vous devez connaître. L'Auberge des Chutes, ça doit vous dire quelque J'ai chose? travaillé là. Vous avez travaillé là? J'ai travaillé au resto du bar, là, le premier, Ah puis oui? au resto dans le moulin, là, au bout, en bas de la chute. Là. OK. J'ai Mais fait l'Auberge des Chutes, là, à Val-Jalbert, c'était juste avant d'entrer, là. C'était juste avant d'entrer au village. C'était Ah, ça, OK, ouais. sur le dessus de Non, la là, ça, de j'ai la pas montagne. travaillé à cette place-là. OK. Non, pas celle-là. Donc, Les deux autres. on a chanté là, ma soeur et moi. Mais nos parents venaient nous reconduire le jeudi. Et puis, souvent, on manquait le vendredi d'école. Parfois, on revenait le jeudi soir. On allait à nos cours le vendredi et ils nous ramenaient le vendredi soir. Parce que, dans ce temps-là, les cabarets, là, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche après-midi, les spectacles. Donc, ils nous ramenaient le vendredi soir. Et souvent, mais comme il y avait d'autres enfants à la maison, on restait là, ma soeur et moi. Donc, un soir où mes parents étaient partis, ils s'occupaient de dire au propriétaire du bar qu'on allait se coucher dans notre chambre là, une fois que notre spectacle était fini. Mais moi, là, j'avais 14 ans à ce moment-là, là, puis j'étais attiré vers ça. Donc, j'ai goûté une première bière. Un soir, j'ai bu la moitié d'une bière. J'ai été malade. Mais ça m'a pas donné de leçon quand même. J'ai été jusqu'au bout de ça. Puis à un moment donné, à force de me tenir dans les bars, plutôt que les jeunes de mon âge, j'ai commencé à sortir dans les bars. Et j'ai été exposé assez vite à la drogue. Et j'étais curieux et j'ai touché à ça. Et j'avais un entourage, donc, et puis je dis souvent qu'en région, c'est pire encore qu'à Montréal. Parce que tu as moins de... tu es plus sollicité pour ce genre de choses-là. Il y a moins moi, je dirais ça, je sais pas, il y a plus d'offres. Il y a plus de choses divertissantes pour les jeunes qui vont t'éloigner des bars. Je le vois, là. J'ai des amis qui ont des enfants. Ouais, c'est ça. Puis ils font du sport, ils font tout ça. Enfin, ils ont toutes sortes d'intérêts et qui les éloignent de... Tout est ouvert, puis c'est pas loin, parce que c'est tellement gros qu'il y a beaucoup d'offres ici, oui. c'est sûr. Alors que là-bas, l'influence est très forte. Donc, sauf faire une histoire courte, j'ai eu une vie, une adolescence là, entre 14 et 20 ans, là, où je me suis tenu pas nécessairement avec les bonnes personnes. Et ça faisait peur à mes parents. Puis ma mère était extrêmement inquiète de ça, avec raison, parce que j'étais vraiment parti pour me perdre. Et parmi les amis que j'avais à l'époque, beaucoup sont décédés. Certains ont vendu de la drogue, à un moment donné, un qui était assassiné, un autre un accident de moto. Il y a eu beaucoup autour de moi, là, comme ça. Et j'aurais pu mal tourner. Donc, ma fierté, ça a été... en fait, c'est sûr que j'avais un exutoire, là. J'avais la chanson. Puis je suis pas en train de dire que ceux qui n'ont pas la chanson, ils peuvent pas s'en sortir, là. Il y en a plein d'autres qui s'en sont sortis sans nécessairement... Mais moi, ça a été ça. Passion, moi, ça a été ça. Ça a été ma passion. Puis ça a été ça qui m'a sorti de ce milieu-là. Je suis arrivé à Montréal et puis j'ai fait mon premier disque. Puis je suis retombé un peu là-dedans. Mais un jour, je me suis pris en main. Un jour, tout seul, je me suis pris en main. Puis j'ai dit, là, c'est terminé. Et j'ai commencé donc à faire ma carrière de chanteur. Et j'ai tout mis en œuvre pour réussir ma vie. Et prouver à mes parents que leurs enseignements étaient pas... Tout ce qu'ils m'avaient dit, c'était pas... ça n'avait pas été vain, tu sais. Que c'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Je pense que quand on a eu de bons parents, là, quand on a eu un bon encadrement, ça revient toujours. Oui, moi aussi, je pense. Quand tu as des bonnes valeurs puis tu as ta base, tu peux avoir un virage, mais il reste que... Mais malheureusement, il y en a qui s'en sont... Qui, avec des bons parents, ne s'en sont pas sortis ou n'ont pas réussi. J'en ai vu autour de moi. Donc, ce qui me rend fier, et je pense que maman, quand elle est partie, là, elle était fière de ce que j'avais fait.
cette génération-là ne disait pas tant que ça les choses. Là. Ouais. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, par contre, plusieurs fois, mais elle était fière. Ça paraissait qu'elle était fière de ce que j'étais devenu et de ce que je m'étais pris en main. Fait que ça, c'est Puis, quelque chose dont tu es pas mal fier. Oui. La réussite financière ou la réussite dans les affaires, c'est une chose, mais d'avoir réussi ma vie, puis elle n'est pas finie, là, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore plein d'améliorations à apporter. Là. Si ma femme était là, elle dirait. J'ai encore plein d'améliorations à faire, mais somme toute, je pense que je pense que je réussis assez bien ma vie. Et, C'est le fun. Il faut être fier de ce qu'on est, fier de ce qu'on est devenu, ouais. puis ce qu'on devient, puis ce qu'on continue d'être. Puis oui, puis d'avoir gardé mes valeurs, d'avoir gardé... tu sais, je suis quelqu'un de cœur, puis je continue d'être là pour mes semblables, puis d'aider mon prochain. À chaque fois que j'en ai l'occasion, puis je prends rien pour acquis, puis c'est ça qui me rend le plus fier. Ben, tu fais bien, t'as raison. T'as-tu des projets les 5 prochaines années où, tu sais, là, on le dit, bon, on vient des fois dans un âge rendu à 55, 60. Tu sais, les projets changent, tu sais, puis on veut prendre ça plus relax, on veut en profiter aussi, mais ce serait quoi, là? C'est sûr que tu as déjà pas mal de projets, puis j'imagine qu'avec le vignoble, c'est loin d'être fini. Puis il va y avoir de l'avancement, mais y a-tu d'autres choses où tu te vois dans 5 ans? Ou... Ben, c'est sûr qu'un jour, il va falloir qu'on pense à se départir de ce vignoble-là. On n'a pas d'enfants, donc pas de relève, et c'est un projet qui est gros, qui va être un jour trop gros pour nous, parce qu'on va venir à un âge où est-ce que le stress, on ne pourra plus le prendre aussi facilement, puis moi, tant que j'ai ma tête, ça va, là, tu sais, mais à un moment donné, si je commence à diminuer, c'est vraiment arrivé moi aussi, là, ça arrive à tout le monde, ben, je voudrais pas avoir toute cette charge administrative sur les épaules et pas être capable de mener tout ça à bien. Donc, il va falloir qu'on y pense. Et ça, c'est dans la prochaine décennie, là. Je vais avoir 60 ans. Donc, d'ici à 70 ans, ben, c'est sûr que je pourrais aller jusqu'à 80, là, si Dieu me prête vie. Mais moi, entre 70 et 80, j'aimerais bien plus voyager. Ouais. J'aimerais bien plus... on a voyagé, Claire et moi. On a quand même eu la chance de voyager souvent de par mon métier ou de par le fait qu'on a ce projet de vignoble-là. On a été amenés à aller acheter de l'équipement viticole à l'extérieur, aller voir des salons viticoles pour justement faire de l'acquisition d'équipements. Et en profiter pour voir des vignobles et tout ça, puis ça fait du bien de voir ailleurs ce que les autres font. On voyage aussi pour notre plaisir dans le sud, là, parfois l'hiver. Mais on aimerait prendre du temps pour nous parce que c'est très, très prenant. La saison est très intense. Même si c'est court, c'est très intense. C'est sûr qu'avoir de la relève, là, un neveu, une nièce qui montrerait de l'intérêt pour reprendre ça nous... On serait content. On serait content parce qu'on a bâti, puis ça resterait dans la famille. Exact. C'est pas impossible que quelqu'un se manifeste un jour parce qu'on a des jeunes neveux et nièces. On en a quand même pas mal. Si ça se présente, on va être ravis. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait fort bien qu'il va falloir qu'on s'en départisse. Donc, d'ici 5 ans, les projets, ben, on va construire la nouvelle cuverie en 2025, le chai, en fait, avec une vraie cave à barriques de chêne. Quand je dis une vraie, c'est que là, nos barriques, ils sont pas dans un endroit optimal. Une barrique doit être dans une pièce humide, donc dans une cave, une humidité contrôlée, parce que la barrique, sinon, s'assèche. Il faut toujours la houiller ou la mouiller, là, pour que le bois soit humide. Et houiller, c'est remplir parce que il ne faut pas que le vin oxyde, donc ça doit toujours être plein.
Et si on est dans un endroit qui est trop sec, ben on perd beaucoup. Donc, ça s'évapore beaucoup plus vite. Et il faut remplir. Donc, on perd. C'est des litres de vin qu'on perd à remplir. Donc, au bout d'un moment, ça devient pas rentable que d'avoir des barriques de chêne. Donc, on en a, mais on aura une vraie cave à barriques. Donc, ça, on va construire ça en 2025. Puis ça va être l'ultime bâtiment qu'on va faire. Ben, peut-être que le bâtiment agricole, on l'agrandira parce qu'on en a toujours besoin de plus. Mais ce bâtiment-là, le chai, je l'imagine vraiment beau. J'en ai vu, là, des chais un peu partout. On en a vu en Italie, en France, un peu partout. Puis, il y a des endroits que c'est magnifique, là. Fait que tu vas faire quelque chose de beau. Je veux faire quelque chose de beau. Ben, tu sais, déjà, la boutique, elle est belle. La salle, elle est belle. Les gens nous le disent. Ils trouvent que c'est un caractère, que ça nous ressemble. Et ce chai-là, il va être ouvert aux visites du public également. Les gens ont hâte de visiter ça. Ils veulent voir les cuves. Pour le moment, les cuves, elles sont du côté de notre maison privée et on veut quand même garder un peu d'intimité. Donc, on ne fait pas visiter. Puis il y a une deuxième raison aussi, c'est que c'est pas à mon goût. C'est pas beau comme je veux que ce le soit. Je veux que quand les gens visiteront notre cuverie, qu'ils soient émerveillés parce que c'est ça. C'est un endroit qui doit être d'abord optimal pour nous, pour travailler. Là. En ce moment, on vit quelques lacunes. C'est pas une bâtisse qui avait été faite pour ça à la base. Alors, on va la faire vraiment en fonction de tous nos besoins. On aura eu le temps pendant des années de travailler dans une cuverie qui était exiguë, qui avait apporté son lot de problématiques, mais qu'on note pour ne pas répéter dans la prochaine, qui va être la dernière. Hein? Donc, ça, 2025, là, j'ai très hâte. Puis c'est moi qui suis entrepreneur général. Quand je construis un bâtiment chez moi, j'ai pas besoin, vu que je suis en territoire agricole, je n'ai pas besoin d'un entrepreneur général. Puis j'ai pas besoin d'avoir de carte non plus. Je le fais moi-même. Mais je sauve beaucoup parce que un entrepreneur prendrait son pourcentage. Fait que toi, t'es genre que tu fais ta bâtisse, tu construis une bâtisse, puis tout. Je dessine. J'ai un frère qui est architecte et qui est technicien d'architecture, donc il le met selon les normes, avec les cotes et tout ça. Et puis un architecte passe par-dessus après pour donner son approbation et puis pour autoriser. Fait que toi, tu pars avec les plans d'architecte, puis comme... Tu fais ça? Oui. Mais tu t'engages du monde, genre, si tu as besoin de plomberie ou des trucs de même? Bien, j'engage tous les corps de métier. Tous les corps de métier, mais c'est moi qui suis là pour les échéanciers de corps de métier, de travaux, d'achat de matériaux et tout ça. Et puis, tout roule super bien. Je suis super content. Fait que je pourrais t'engager si j'ai besoin. Tu pourrais m'engager. Peut-être que ça va être ça, ton futur aussi. Mais c'est quoi? Non, mais je suis rendu trop vieux, mais ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Je m'en suis rendu compte, là. Le premier bâtiment que mon père a construit, c'est lui qui l'a contracté, ni plus ni moins, entre guillemets. Mais la maison et la salle, la boutique, puis la salle, c'est moi qui l'ai fait. Puis la maison, au début, il y avait un entrepreneur général, mais qu'un banquier m'avait exigé. Puis finalement, il s'est avéré que c'était un arnaqueur. Et j'ai eu des dépassements de coûts à cause de ça, de plusieurs milliers de dollars. Je me suis fait avoir par lui. Et j'ai repris ça en main. Et puis, quand je l'ai repris en main, tout s'est super bien passé. Et c'est là que j'ai décidé de gérer moi-même tous les autres travaux. Puis que je me suis rendu compte que tout allait bien quand je le faisais par moi-même. C'est sûr que quand on est en contrôle puis qu'on comprend nos chiffres puis qu'on les regarde, peu importe le projet, que ce soit juste ton budget personnel, ben, tu le vois s'il y a quelque chose. C'est sûr. Si c'est quelqu'un qui s'occupe pour toi, tu peux pas tout voir. Non. Tu vas t'en rendre compte plus tard. Mais la construction, il faut connaître ça aussi. Je me suis rendu compte, mon père était entrepreneur en construction. J'ai travaillé avec lui en construction. Et je me suis rendu compte que j'avais observé plus que ce que j'avais imaginé. Je savais que j'étais observateur, là, mais là, je vois tout. Et les gars que j'engage, ils n'en reviennent pas. Ils disent, mais voyons donc. T'es bien bon, t'as pris ça où? Tu vois tout. Puis des fois, ils savent, eux, ils ont fait quelque chose, mais ils espèrent que je ne le vois pas. Puis là, j'arrive, hey, pourquoi tu fais ça de même? Ah, Mario, tu vois tout. Ben, j'ai l'œil de mon père. Ah, c'est bon, ça.
Fait que Mario, je pense que ça va terminer notre entrevue parce que déjà, ça a été long avant T'as qu'on vu que je suis une réussisse machine à parler? Non, mais c'est bien correct parce que c'est ça que ça prend aussi. Mais c'était vraiment super intéressant de t'avoir. Puis je suis contente que tu sois venu parce que ça nous a pris quand même Oui, plusieurs... pas loin de 2 mois à se booker oui. 1 heure d'entrevue. Mais je suis vraiment contente que tu sois venu. Mais j'ai 2 dernières questions. En fait. Vas-y. Il y en a une, bon là, c'est beau ton vin, mais on l'achète tout ton vin. Il faut vraiment aller ou ça s'achète en ligne ou si les gens veulent savoir? Notre vin, il est disponible en boutique chez nous, mais il y a quelques points de vente qu'on a autour de nous et on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est en Montérégie, on est dans les Basses-Laurentides. Sur notre site web, on va trouver les adresses où nos vins se retrouvent. On n'est pas en SAQ pour le moment, faute de volume. On n'a pas suffisamment de volume pour entrer un peu partout en SAQ. Et comme on fait des événements chez nous l'été, le bistrot étant ouvert et les spectacles qu'on fait amènent beaucoup de monde, donc on ne doit pas manquer de vin. Je dis souvent la blague, si je manque de vin, je vais être obligé de m'appeler Mario pas de vin. donc, et les gens rient. C'est un beau problème, mais d'un autre côté. Mais tu sais, comme là, tu disais, mettons, t'en produis combien par année? 50 000? On était à 35 000 l'année passée, puis ils passent tout chez nous. Cette année, on va être à 50 000 bouteilles. Mais quand arrive l'hiver, il n'y en a plus du tout? Non, il nous reste, parce qu'il y a un blanc et un rouge qu'on embouteille au mois d'août. Donc, celui-là, comme on ouvre jusqu'à l'Action de grâce, il nous en reste. Okay. L'épouse, l'époux, il nous en reste. Les garçons aussi, qui est un rouge. Mais le rosé, la promise, lui, il passe pendant l'été. Le blanc, les demoiselles, il passe pendant l'été. C'est des vins de soif. C'est des vins qui se boivent bien et tout. Alors, c'est nos plus gros vendeurs. Et le mousseux également passe très vite. Okay. Mais on ouvre toujours les 2 premiers week-ends de décembre. Donc, les 2 premiers fins de semaine de décembre, samedi et dimanche, parce que le mousseux arrive à ce moment-là. Le mousseux est toujours prêt à la fin du mois de novembre. Donc, on ouvre à ce moment-là. Et les gens viennent faire des achats pour Noël. Puis après ça, on réouvre à nouveau au printemps, en mai, pour le début de la saison. Bon, au moins, on le sait. On va visiter le site web. Rappelle-nous encore, c'est le domaine... PLA, Pelcha le maître Auger, PLA.com. Et puis, on peut trouver donc, tous les points de vente de ce moment-là. C'est merveilleux. Donc, ça, c'était mon avant-dernière question, ma dernière. Ma dernière, je la pose toujours aux gens parce que je veux qu'on donne des conseils. Ce serait quoi ton meilleur conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se part en affaires? Dans le fond, le meilleur truc qu'il pourrait mettre dans sa valise pour atteindre sa destination à lui, là. Ce serait quoi, toi, ton meilleur conseil que tu donnerais? Moi, j'ai toujours tout dit. J'ai toujours dit, c'est-à-dire aux artistes, aux entrepreneurs, à tout. Parce qu'un artiste, comme vous l'avez dit au début, hein, j'ai comme coupé un peu à ce moment-là en disant que c'est... Vous, là. Je dis ça tout le temps en entrevue. Que je vous ai un peu coupé au début en disant que c'était pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai qu'à la base, un artiste, comme il est maître à bord de son affaire, là, et en soi un entrepreneur. Et je dis toujours à chacun des personnes que je rencontre, entrepreneurs, artistes ou autres, ne faites jamais rien dans le but de faire de l'argent. L'argent, ça ne devrait jamais être votre moteur. Bien sûr qu'il faut mettre du pain sur son beurre, bien sûr qu'il faut payer les comptes, mais ça ne doit pas être le leitmotiv. Ça ne doit pas être ça qui t'amène là. Ça doit être d'abord dans le but de faire les choses avec le plus de qualité possible. Un artiste qui met tout son cœur à travailler avec consciencieux, et puis un entrepreneur aussi. Faire les choses bien, de bien travailler, avec passion. Être patient, d'être respectueux des autres, de payer ses comptes. Tu sais, tu ne pars pas en entreprise pour monter des billes et pas payer tes sous-traitants. Ça marche pas. Donc, il faut que tu fasses les choses bien, de façon consciencieuse et droite. Droite, ça veut dire pas voler, là, puis pas... même pas le gouvernement, là. Je veux dire, tu fais les choses by the book. Je dis tout le temps ça, moi. Puis...
le succès devrait venir de surcroît. Si tu C'est fais ça. les choses comme il se doit. Et puis, il ne faut pas être rêveur non plus, là. Il ne faut pas partir des... Je sais pas, moi, une entreprise, c'est pas pelleter des nuages, là, comme on dit, là, tu sais. Mhm. Si tu veux devenir chanteur, mais que tu n'as pas le talent requis, oublie ça, tu sais. Il faut être réaliste. Mais c'est ça, consciencieux. Ben, c'est bon, merci. Merci beaucoup, Mario Pelchat, pour ta visite. Ça me fait Puis, plaisir. on se revoit dans une prochain épisode de Destination Entrepreneur.